La question qui concerne les relations entre la Russie et l'Union européenne, c'est la question centrale de la politique, je dirais, globale de nos jours, parce que c'est cette question éternelle, c'est les relations entre la Russie et l'Occident, ou bien entre l'Occident et la Russie, parce que l'Union européenne, oui, elle existe comme une donne économique, sociale, peut-être politique, mais dans le domaine militaire, l'Union européenne est absolument subjuguée par le grand frère de l'outre-Atlantique. Et donc l'Union européenne, dans le domaine politico-militaire, ne peut pas exister sans les États-Unis. Surtout que presque tous les pays de l'Union européenne, à part quelques exceptions, font partie de l'OTAN. Donc c'est une question des relations entre la Russie et l'Occident comme tel. Voilà, je remarque que ces derniers temps, on parle beaucoup d'une nouvelle guerre froide qui, si on croit à la presse occidentale, est en train de commencer. Moi, j'ai une autre notion de l'étape qui se déroule aujourd'hui sur l'échiquier international. Je pense que la guerre froide, c'est un cliché, dépassé par les événements, dépassé par les processus beaucoup plus compliqués. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre la guerre froide des années 50, 80 et la période actuelle. Premièrement, je pense que la guerre froide était la guerre de deux modèles de société. Donc il y avait une société dite capitaliste, avec quelques différences bien sûr, avec un capitalisme social en Allemagne, un capitalisme libéral aux États-Unis, mais capitaliste, et la société dite socialiste, et donc le camp occidental et le camp soviétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de lutte entre deux modèles. Il n'y a pas de lutte sociétale. Les sociétés ne se confrontent plus. Quand je visite l'Europe, je ne vois pas d'animosité. Et même pas tellement de méfiance envers les Russes comme tels. Tandis que dans les années 50, 60, chaque Russe était considéré comme un espion, par exemple, aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes aux États-Unis. Il y a des étudiants, il y a des professeurs, il y a des investisseurs, il y a des spécialistes dans divers domaines de la science. Mais ils n'éprouvent pas qu'il y a une atmosphère de guerre froide aux États-Unis. Bien que, dès qu'on va au niveau des relations entre les États, c'est pire que la guerre froide. Et donc, la question se pose, qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène quand les sociétés ne se confrontent plus, mais il y a une confrontation au niveau des États occidentaux et de la Russie. Et je pense qu'il y a certaines raisons à ça. La première raison, c'est le besoin américain de maintenir son hégémonie. Parce que l'hégémonie américaine, c'est quelque chose qui doit être total. L'hégémonie, elle est totale ou bien elle n'existe plus. Et c'est quelque chose que l'Amérique ne peut pas supporter en tant même que proposition, et elle ne sait pas comment s'ajuster à un nouveau monde où son hégémonie totale est mise sous question. Et je pense que c'est là la principale raison de cette montée d'attaque contre la Russie. Vous avez parlé de l'Angleterre, mais on voit ça surtout, et dans de très grandes dimensions, venir des États-Unis, parce que je pense que si l'administration américaine n'aurait pas épousé cette politique d'animosité envers la Russie, la Grande-Bretagne serait beaucoup plus discrète. Et donc, ça vient de l'Amérique surtout, premièrement, et ça vient de l'Amérique parce que l'Amérique est nerveuse. L'Amérique s'énerve. L'élection de Trump, c'est la démonstration de la nervosité de l'Amérique. Parce que si l'Amérique était sûre d'elle, elle aurait
élu Hillary Clinton, qui représente ce mainstream libéral qui gérait depuis longtemps les États-Unis, et je ne pense pas qu'il y aurait eu un problème dans la société américaine non plus. Mais justement, c'est la crise de l'élite dominante, de l'élite libérale américaine. Cette élite libérale n'a pas pu avancer un candidat valable, et donc ils ont avancé Madame Clinton, qui avait une image atroce parmi 50% des Américains au moins, et pour moi c'est absolument logique qu'elle ait perdu la bataille. Et donc quelqu'un est venu, un étranger, un showman, un milliardaire, quelqu'un qu'on n'attendait pas, à vrai dire. Et avec sa chevelure orange, il est entré dans la Maison Blanche, à la surprise de toute cette élite qui était persuadée que Dieu l'a destiné pour gouverner l'Amérique jusqu'à la fin des jours. Et c'est ça la crise américaine. Et regardez le niveau de la division à l'intérieur de la société américaine. On parle même que la société américaine est dans un état d'une guerre civile qui peut commencer d'un jour à l'autre. Regardez la haine envers Trump, cette campagne contre Trump qui est menée par tous les grands médias américains. Il essaie de reprendre le contrôle aux États-Unis. Et à mon avis, voilà ce désir de reprendre le contrôle aux États-Unis, c'est aussi un désir de reprendre le contrôle à l'échelle internationale. Il y a des pays qui gênent, c'est la Chine, mais la Chine c'est pour demain. La Chine n'est pas encore une puissance globale mûre. C'est une puissance globale qui est en train de naître. A global power in the making, comme disent les Américains. Donc elle est en procès de devenir une puissance globale. Et la Russie, c'est un pays qui confronte déjà les États-Unis sur plusieurs échiquiers, je dirais. L'échiquier européen, l'échiquier du Moyen-Orient, aussi dans une certaine mesure en Asie. Et donc, la Russie est devenue le premier objet de ces pressions américaines, de ces réactions américaines. Ça, je pense que c'est la première raison. La deuxième raison de cette guerre froide qui, à mon avis, ne décrit pas la situation existante, de cette confrontation d'un type nouveau, c'est la guerre des élites occidentales contre la Russie. Pourquoi cette guerre? Cette guerre est justement dictée par le fait que la Russie ne veut pas se ranger dans cet ordre global, unipolaire, qui était considéré comme normal par les élites occidentales depuis la chute de l'Union soviétique, depuis 1991. On a joué dans ce jeu pendant la présidence de M. Yeltsin, et puis M. Poutine a aussi essayé de s'intégrer un peu dans ce système, mais on a remarqué que le monde unipolaire est construit aux dépens de la Russie. La Russie n'a pas de place dans le monde unipolaire. Elle va devenir subjuguée, secondaire, dépourvue d'intérêts nationaux, un espace qui serait un espace d'influence américaine, européenne, bon. Mais pas un pays avec sa notion de souveraineté, sa notion de l'histoire, son identité, et ainsi de suite. Et ça a été démontré par l'expansion de l'OTAN, parce que c'était la meilleure façon de pousser la Russie à l'extérieur de l'Occident. C'était d'élargir l'OTAN à ses dépens. Et j'ai passé à travers tous les débats des années 90, qui se passaient à Washington, à Bonn, à Paris, à Londres, sur l'expansion de l'OTAN. Et on nous disait toujours, mais écoutez, mais c'est une expansion d'une alliance démocratique, elle n'a pas déjà de dimension militaire, après la fin de la guerre froide, l'OTAN
est un instrument politique, et ainsi de suite. Et puis on a remarqué que l'OTAN a bombardé la Yougoslavie. Et alors, une alliance démocratique politique avec un vieux fusil caché sous le lit, quand il commence à bombarder un pays en Europe, la première fois d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, ça produit une impression. Et donc, ce n'est pas une alliance tout à fait pacifique. C'est une alliance qui peut montrer des dents. Et puis, on a vu l'OTAN qui a commencé une guerre en Afghanistan, qui n'est prêt à en finir. Et puis, l'alliance a fait une guerre en Libye. Et donc, c'est une alliance militaire qui a fait, dans les dernières 20 ans, elle a fait 3 guerres. C'était pourtant ça. Quand on dit que pourquoi est-ce que vous avez peur de l'OTAN, c'est un jardin d'enfants pour les petits soldats européens, on dit non mais regardez la Libye par exemple, qu'est-ce que vous avez fait en Libye? Vous avez dévasté un pays tout de même. Et vous menez la guerre en Afghanistan déjà pendant 17 ans. Et donc, quand cette idée malheureuse, à mon avis, est venue aux leaders occidentaux d'élargir l'OTAN jusqu'aux confins de la Russie, c'était déjà le début de cette crise très profonde qui divise aujourd'hui la Russie et le monde occidental. Il y avait d'ailleurs certaines personnalités, aussi bien en France qu'en Allemagne et même aux États-Unis, qui disaient que c'est justement le chemin vers la catastrophe géopolitique. Il y a un commentateur américain, Thomas Friedman, qui a écrit en 1995 qu'en incluant la Pologne et la République tchèque à l'intérieur de l'OTAN, l'Occident va obtenir l'aviation polonaise et la flotte tchèque, mais l'Occident va perdre la Russie. Et c'est justement ce qui s'est passé. Donc, je me demande, est-ce que c'est l'intérêt des peuples de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, même du peuple américain, de pousser l'OTAN jusqu'aux confins de la Russie? Et je remarque que non, il n'y a aucun intérêt. Le peuple n'y gagne absolument rien. Les élites, c'est autre chose. Les élites liées au complexe militaire, industriel, c'est autre chose. Les élites politiques, idéologiques qui sont en train de créer ce monde, essayer de créer ce monde unipolaire, c'est autre chose. Et donc je vois qu'il y a un grand décalage entre les peuples européens et les élites européennes. Les élites européennes ont leur agenda à eux dans ce domaine. Et c'est un agenda aujourd'hui anti-russe. Mais je ne vois pas d'agenda anti-russe dans les sociétés européennes. Et je voyage assez beaucoup en Europe pour dire que, à part l'Angleterre et peut-être la Suède et la Norvège, peut-être le Danemark aussi, voilà, et la Pologne, il y a le reste des pays européens ne peut pas, les sociétés ne peuvent pas être jugées anti-russes. Donc la majorité de l'Europe n'est pas anti-russe au niveau des sociétés, tandis qu'elle est anti-russe au niveau des élites. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous démontre que ce n'est pas une confrontation de modèles, ce n'est pas une confrontation d'idéologie, ce n'est pas une guerre pour un idéal, c'est une question de domination. Les relations internationales, c'est toujours une question de rapport de force et de domination, comme les politiques nationales. Les gens sont partout les mêmes, au niveau de la politique nationale, internationale, ils veulent le pouvoir, le contrôle, ainsi de suite. Et donc, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Et quand on nous dit que la Russie, elle a des problèmes avec la démocratie, mais aujourd'hui, on sait que, on nous dit à Bruxelles, la Pologne a des problèmes avec la démocratie, on juge ce qu'on dit à Bruxelles, l'Hongrie a des problèmes avec la démocratie, et il y a un nombre de pays qui sont membres de l'Union européenne et qui ont des problèmes avec la démocratie, mais on n'épouse pas une politique de vengeance pour ça contre ces pays. Il y a quelques réprimandes, des sanctions symboliques, mais c'est pas une guerre froide contre la Hongrie, pour le seul fait qu'elle a dans sa constitution une thèse qui dit que le mariage c'est une union entre un homme et une femme, qui est évidemment mise sous question aujourd'hui par certains milieux. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui sont considérés comme ayant des problèmes avec la démocratie. Mais ça ne les fait pas étrangers à l'Occident. Et donc je pense que justement le problème que nous avons entre nous, la Russie et l'Union européenne, ce n'est pas un problème entre les peuples de l'Europe et la Russie, mais c'est un problème entre les élites européennes et la Russie,
aussi, je dois vous signaler que, à cause de cette pression contre la Russie, il y a beaucoup plus de cohésion sur les questions de politique internationale entre le pouvoir russe et la société russe. Aujourd'hui, il y a un quasi-consensus en Russie sur les politiques de la question, sur les questions de la politique internationale. Tandis qu'en Europe, c'est très divisé. Si vous venez en Italie, c'est difficile de trouver en Italie quelqu'un qui serait pour les sanctions contre la Russie. C'est très difficile, tout le monde est contre. Je me rappelle, il y a 2 années, j'ai rencontré 12 députés très en vue du Parlement italien. Il y avait seulement un qui était un euro-atlanticiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit, je lui ai dit, écoutez, mais les 10 autres que j'ai rencontrés, ils sont contre les sanctions. Ils m'ont dit, oui, je sais très bien, moi je suis le seul. Mais ma position, c'est la position qui va être épousée par l'Italie. Ce qui démontre, encore une fois, que c'est une question d'une politique des élites européennes contre la Russie qui ne veut pas se ranger voilà, dans ce monde unipolaire. C'est une autre question si l'Europe est vraiment intéressée par ce monde unipolaire quand vous dépendez des États-Unis. Mais c'est à vous de décider. Ce n'est pas à nous de décider. Mais pour nous, il n'y a pas de place dans ce monde unipolaire, comme je l'ai dit déjà. Et donc, c'est pour ça cet affrontement géopolitique que l'on voit. Justement, ce n'est pas une question de valeur. Oui, il y a un certain décalage entre les valeurs russes et les valeurs officielles européennes, mais je dirais que c'est un décalage relatif parce que les valeurs officielles européennes sont mises en question dans beaucoup de pays. Si vous parlez par exemple à 2 partis qui forment aujourd'hui le gouvernement italien, ils sont en décalage, en grand décalage avec les valeurs officielles de Bruxelles sur un nombre de questions. Et vous le trouvez dans plusieurs pays. Donc, ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de démocratie, ce n'est pas une question de confrontation entre les idéaux. C'est une question géopolitique. Et c'est justement pour ça que l'Union européenne, chaque demi-année, renouvelle les sanctions contre la Russie parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Parce que s'ils disent que les sanctions n'ont pas marché, il faut s'en défaire de ces sanctions, ça sera une crise de plus au sein de l'Union européenne. La Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie seront contre, la Suède aussi, seront contre la levée des sanctions, et les pays du Sud, par exemple l'Italie, la Grèce, le Chypre, aussi de l'Europe du Centre, l'Autriche, la Hongrie, peut-être l'Espagne, seront pour la levée des sanctions. Et donc Mme Merkel, qui est toujours considérée, pour une certaine raison inconnue pour moi, et incompréhensible, le leader de l'Union européenne, elle va se trouver dans une situation où elle ne pourra plus marier le nord de l'Europe au sud de l'Europe. Et comme vous savez très bien qu'il y a énormément de questions qui divisent l'Union européenne, ils ne veulent pas faire entrer la question des sanctions contre la Russie dans le débat européen parce que c'est encore un élément de discorde, un élément de désaccord entre les pays au moins du sud et du nord de l'Europe. Et donc c'est pour ça que les sanctions sont renouvelées chaque fois sans débat. Vous avez remarqué, il n'y a pas de débat démocratique sur les sanctions contre la Russie. Parce qu'il vaut mieux pas y toucher. Parce que les Américains pensent que les casques bleus doivent jouer le rôle des troupes d'occupation qui vont jouer le jeu de Kiev pour débarrasser Donbass de ces insidies séparatistes. Mais ça ne va pas marcher. Premièrement, les casques bleus, ce n'est pas une force d'occupation. Ce n'est pas l'armée de l'OTAN à Kosovo. C'est une autre chose. Les casques bleus, ils ne se soucient pas pour tirer, mourir et périr. Ils sont là pour faire leur travail d'observateur, comme à Chypre par exemple, où ils contrôlent cette ligne verte de démarcation entre les forces de chypriotes et les forces turques. Donc ils sont là pas pour mourir, mais pour survivre, pour gagner de l'argent.
pour remplir leur contrat d'observateur. Ils ne vont pas occuper le Donbass. C'est la première chose. La deuxième chose, sans l'accord des autorités locales, et il y a des autorités locales dans la République de Donetsk et dans la République de Lugansk. C'est les gens qui gèrent ces régions, qui assurent qu'il y a de l'électricité, qu'il y a de l'eau courante, qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des jardins d'enfants et tout ça. Donc il y a une administration, si vous la reconnaissez ou non, ce n'est pas important, elle existe. Et donc, ces autorités locales doivent donner leur accord pour qu'il y ait des casques bleus sur ces territoires, parce qu'autrement ça ne va pas marcher. Et je pense que quand les Américains et Kiev aussi nous disent, ou bien c'est tout ce qu'on veut, ça veut dire le contrôle total des casques bleus sur le territoire de Donbass, ou bien c'est rien du tout, c'est justement le gel du conflit qu'ils font. Le conflit est gelé aujourd'hui. Ils disent que vous les Russes, vous voulez geler le conflit. Mais il est déjà gelé. Il dure depuis 5 ans. Il est gelé. Il y a des autorités locales qui effectuent le pouvoir sur ces territoires. Il n'y a pas d'autorité ukrainienne. C'est un conflit gelé de fait. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, à mon avis, c'est de mettre fin aux échanges de tirs, d'obus, d'artillerie, pour que les gens ne meurent plus. Et ça sera déjà un très grand progrès. Regardez, il y a une toute petite république non reconnue en Moldavie, qui s'appelle la Transnistrie. Et cette république n'a pas voulu joindre le territoire de la Moldavie au moment de la chute de l'Union soviétique en 1991-92. Et ils ont déclaré leur indépendance qui n'est reconnue par personne. Bon. Cette république existe déjà, non reconnue, existe déjà pendant 26 ans. Mais il n'y a pas de gens qui meurent, il y a une liberté de transport, de déplacement. Si vous voulez aller en Transnistrie, vous arrivez dans la capitale de la Moldavie, à Chisinau, et vous prenez un bus ou une voiture et vous voyagez sans problème. Donc c'est un territoire qui est géré par des autorités locales, mais il n'y a pas d'état de guerre entre Transnistrie et la Moldavie. Quelqu'un me dirait que c'est pas normal d'avoir une république non reconnue sur un territoire d'un pays internationalement reconnu, membre de l'ONU, et ainsi de suite. Et moi je vous réponds, oui, c'est pas normal. Mais je vois beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans les relations internationales aujourd'hui. Est-ce que l'occupation des terres palestiniennes par Israël depuis 1967, refusée par le monde entier d'ailleurs, et aussi par l'Union européenne, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais ça existe. Et personne ne sanctionne Israël, comme vous l'avez remarqué. Donc, c'est une situation anormale, mais qui existe. Est-ce que Kosovo, c'est une situation normale? Non, c'est absolument anormal. Parce que la Serbie était contre la sécession de Kosovo. C'est pas normal, mais ça existe. Et donc, si vous parlez aux Espagnols, ils vont vous dire que Gibraltar, c'est pas normal. C'est pas normal, mais ça existe. Sous les Britanniques qui considèrent que c'est un bout de terre à eux. Donc, si vous parlez aux Chinois, ils vont vous dire que Taïwan, indépendant de la Chine, c'est pas normal. Et tout le monde, d'ailleurs, presque, à part 23 pays, ils reconnaissent que la Chine a des droits sur le Taïwan, parce que Taïwan est reconnu par 23 ou 24 pays seulement. Et donc, c'est pas normal, mais ça existe. Et ce que je préconise ici, c'est que c'est pas une solution totale, mais au moins une solution partielle, qui donnerait la possibilité aux gens de ne pas mourir en Ukraine de l'Est. Et je pense que si la communauté internationale pourrait gérer cette question, ça serait déjà bien. Mais on ne voit pas beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. On voit que nos partenaires européens, ils se rangent plutôt du côté américain que
le Donbass doit être repris par les forces ukrainiennes d'une manière ou d'une autre. Mais ça va être très semblant, ça va être une nouvelle guerre, à vrai dire. Et donc je pense que ce n'est pas une approche raisonnable. Et cet incident de Kerch dont vous avez parlé, et que plusieurs commentateurs et leaders politiques ont mentionné ces dernières semaines, c'est pas la cause de cette nouvelle confrontation entre Moscou et Kiev. C'est la suite, c'est la conséquence. Quand on a des relations avec l'Ukraine qui n'existent presque pas, quand l'Ukraine a décidé de ne pas envoyer d'ambassadeur à Moscou et de ne pas recevoir l'ambassadeur russe à Kiev, quand le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine nous dit que nous n'avons pas besoin de relations avec la Russie, de relations diplomatiques avec la Russie, donc nous sommes dans une situation où n'importe quel accident et incident peut mener vraiment à un début de confrontation, même militaire. Parce que l'incident lui-même de Kerch, il est minime. Il est vraiment, il vaut pas cette attention internationale qu'il a excitée. Parce que, par exemple, je peux vous dire que les Ukrainiens ont arrêté les bateaux russes à 15 reprises en 2016-2018. 15 reprises. Et les marins étaient détenus. Il y avait même des menaces envers les capitaines de ces navires, d'être emprisonnés pour 5 ans, pour 3 ans, pour avoir navigué dans les eaux dites ukrainiennes. Donc c'est une question qui a déjà assez de profondeur, je dirais. C'est la première fois qu'on a réagi. Mais on a prévenu les Ukrainiens que, écoutez, si vous n'arrêtez pas d'arrêter les navires russes, on va réagir à un certain moment. Et donc on a réagi. Donc je ne pense pas que cette situation dans le détroit de Kerch est une nouvelle étape de confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Non, c'est la continuation de la situation qui s'est déjà établie entre les deux pays et qui était assez dangereuse. Je me réjouis par contre qu'à Berlin et à Paris, on a décidé de ne pas suivre les appels de Tallinn et de Varsovie d'appliquer de nouvelles sanctions contre la Russie. Je ne pense pas que ces nouvelles sanctions auraient été acceptées par un nombre de pays de l'Union européenne. Et je pense que la France et l'Allemagne ont sagement décidé de ne pas exciter encore plus les membres de l'Union européenne par soutenant les sanctions qui ne vont pas faire l'unanimité de toute façon. Et donc les anciennes sanctions ont été renouvelées, mais pas les nouvelles sanctions n'ont pas été introduites. Vous m'avez demandé quel est le rôle de l'Allemagne dans tout ça. Écoutez, l'Allemagne, c'est un pays qui détermine, pour beaucoup de raisons, les orientations politiques de l'Union européenne. À mon avis, elle les détermine d'une manière assez maladroite parfois. Par exemple, je ne vois pas quel était l'intérêt de l'Allemagne à soutenir les États-Unis en Syrie. Parce que les 3,5 millions d'immigrés syriens qui se sont accumulés en Turquie sont venus en Turquie à cause de cette confrontation entre le président Assad et les forces islamistes en Syrie. Et donc, soutenir les forces islamistes en Syrie, modérées, immodérées, n'importe quelle force islamiste en Syrie, c'est provoquer un flot d'émigrés qui vont aller premièrement en Turquie, et puis ils vont en aller en Grèce, et puis ils vont en aller en Autriche, et puis ils vont parvenir en Allemagne aussi. Et donc l'Allemagne a accepté 1 100 000 immigrés du Moyen-Orient, surtout de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie, du Pakistan, pendant 2 années. Et Mme Merkel a vu
son taux de popularité s'effondrait. S'effondrait. Et son parti a souffert, et beaucoup souffert. Ils ont perdu jusqu'à 40% de leur soutien dans la population allemande. Un nouveau mouvement est né en Allemagne. C'est Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, que l'on dit facho, raciste. Et puis, et je pose toujours aux Allemands une seule question, mais d'où est-ce qu'ils sont venus, ces fachos, ces racistes? Ils sont venus d'où? De la Pologne, de la Finlande, de la Suède, de l'Italie? Ce sont les vôtres. C'est les enfants de la politique de Merkel. Elle les a engendrés. Elle les a créés par ses propres mains. Et donc, quand vous me demandez le rôle de l'Allemagne, je dis que l'Allemagne, à mon avis, est devenue victime à cette idéologie néolibérale qui a été acceptée contre les réalités modernes. Il y a des choses qui paraissent aux Allemands correctes. Par exemple, comme a dit Merkel, on doit accepter des millions d'immigrés et l'Allemagne pourra les accepter. Non, elle ne pourra pas les accepter. Déjà, presque 300 000 immigrés ont été renvoyés de l'Allemagne. On n'en parle pas dans les médias allemands, parce que ça serait accepter l'inacceptable, que le politiquement correct n'est pas correct. Mais ils les renvoient, parce qu'ils ne peuvent pas les accepter. Et Merkel le fait, elle-même, mais elle ne peut pas le dire publiquement, que je reviens sur mes fondations idéologiques. Et vous savez, les Allemands, c'est un pays, quand il épouse quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Par exemple, la République démocratique allemande, elle était la plus communiste de tous les pays de l'Europe occidentale. Et donc maintenant, ils ont épousé cette idéologie libérale, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Et à mon avis, l'Allemagne est divisée aujourd'hui entre ceux qui soutiennent cette idéologie libérale, et je dirais que c'est Madame Merkel avec les gens qui la suivent, et ceux qui comprennent que l'Allemagne doit être plus pragmatique envers les États-Unis, envers le Moyen-Orient, envers la Russie. Ces gens sont aussi présents dans le monde politique allemand. Par exemple, le partenaire de l'Union démocratique chrétienne allemande, le parti bavarois, CSU, voilà. Enfin, au moins au niveau de la direction du parti, ils sont beaucoup plus pragmatiques, ils sont contre les sanctions contre la Russie. Ils sont pour des limites à l'immigration. Ils sont plutôt du côté autrichien, comme vous savez, les Autrichiens ont dit, on accepte 38 000 immigrés par an. C'est tout, fini. Hein. Bruxelles peut nous dire n'importe quoi, mais on a accepté que ça sera 38 000. L'Autriche ne peut pas accepter plus. Et donc, la CSU, elle est un peu sur cette vague, justement. Et j'ai l'impression que c'est cette bataille intérieure en Allemagne, entre les idéologues et les pragmatiques, elle va continuer. Pour le moment, c'est les idéologues toujours qui ont le dessus. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer, parce qu'à un certain moment, le politiquement correct peut entrer en conflit direct avec la réalité. Ça, c'est déjà arrivé, et c'est pour ça que Merkel s'en va, parce qu'elle a échoué. Elle a essayé d'introduire le politiquement correct dans un monde et dans une réalité qui nécessite des réponses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus dépendantes des réalités sur le sol. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui n'acceptent pas cette nouvelle situation en Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemands qui s'en vont. Il y a des gens qui s'en vont dans les pays où la politique de l'immigration est beaucoup plus rigide. La Suisse, l'Angleterre. La deuxième raison pour laquelle l'Angleterre a quitté l'Union européenne, c'est justement qu'ils ont accepté près de 350 000 de ressortissants de l'Europe de l'Est, comme les nouveaux membres de l'Union européenne, et puis ils ont compté qu'il y aura encore 400 000 qui viendront de la Syrie, de l'Afghanistan, de la Libye, de tous ces pays dévastés par les guerres menées aussi par l'OTAN. Et les Anglais ont dit « Ah non, c'est un peu trop, hein. On n'en veut pas ». La première raison, ils ne voulaient pas dépendre de Bruxelles dans leur politique financière, budgétaire, ainsi de suite. La deuxième raison, c'est la question de l'immigration. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est ça la raison du Brexit.
C'est juste ça. Et pour en finir avec cette question, aussi nous voyons ici un décalage entre la position des élites européennes qui dirigent l'Union européenne et les aspirations des populations européennes, qui voudraient une politique beaucoup plus sophistiquée. Enfin, ce n'est pas les portes ouvertes, c'est quelque chose peut-être entre les deux. Peut-être ce n'est pas l'Europe fermée pour les ressortissants des autres pays, mais ce n'est pas une Europe complètement ouverte, parce que l'Europe ne pourra pas le soutenir socialement, économiquement, et ainsi de suite. Et on voit déjà des pays en Europe qui disent on ne veut pas de quotas. La Pologne ne veut pas de quotas. Les Slovaques ont accepté 800 Syriens, mais ils disent on accepte les Syriens chrétiens. 800 Syriens chrétiens, mais pas de ressortissants des communautés chiites ou sunnites. Il y a les Hongrois qui ont dit pas de quotas, on ne peut pas les accepter. Et donc, vous voyez, c'est une question, c'est comme avec la Russie. Les élites voudraient que la Russie cède sur un certain nombre de questions, et c'est pour ça qu'il applique les sanctions contre la Russie, bien que c'est vraiment, ça frappe l'économie européenne. Mais ils veulent que la Russie cède. Les populations européennes n'en ont que faire. Je ne pense pas que, si vous avez une prise d'opinion en France, que la population française va dire oh, pour nous c'est extrêmement important, ce qui se passe en Donbass. Je ne pense pas. Parce que c'est une question entre nous et les Ukrainiens, à vrai dire. C'est une crise locale qui a été artificiellement faite une crise globale. Et c'est quoi le Donbass? C'est une petite contrée, à vrai dire. Et oui, il faut résoudre cette question. Mais on ne peut pas la faire le centre de la politique internationale. C'est absurde. Et on l'a fait justement parce qu'il fallait un prétexte pour faire reculer la Russie, pour démontrer à la Russie qu'on ne va pas la laisser avoir une nouvelle politique qui serait contraire à ce monde unipolaire que les Américains essaient de soutenir coûte que coûte contre toutes les réalités du monde moderne. Écoutez, la Syrie a aussi démontré que le monde unipolaire ne peut pas exister. C'est impossible. Parce qu'on nous a déjà démontré les capacités de ce monde au Moyen-Orient. En 1991, quand l'Union soviétique a cessé d'exister, nous avons dit aux Américains, écoutez, on a plein d'affaires en Russie parce qu'il y a un nouvel État, on a perdu 15 républiques. Vous vous occupez du Moyen-Orient, hein, on n'a rien contre. On sera des coprésidents formels de la conférence du Moyen-Orient, mais on vous donne la main libre à régler toutes les questions de la manière que vous voulez. Israélo-palestinienne et toutes les autres. Vous le faites, nous vous soutenons, nous votons toujours oui au Conseil de sécurité à New York. À bout de 20 ans, en 2011, on a commencé à faire un peu le bilan. Les Américains avaient la main libre. Ils étaient soutenus par les Européens. Il y avait Tony Blair, le génie d'Angleterre, qui était qu'est-ce qu'il faisait au Moyen-Orient, je ne sais plus. Bon, alors, c'était tout à vous, hein. Représentant de l'Union européenne. Oui, voilà, justement, représentant de l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait au Moyen-Orient. Personne ne l'a remarqué là-bas, à part 2 ou 3 visites. Il a gagné de l'argent. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne réponse. Et donc, à bout de 20 ans, on a vu que le Moyen-Orient est complètement dévasté par la politique américaine. Mais complètement dévasté. Parce que l'Irak a été occupé, l'État islamique est né, la guerre en Afghanistan n'a donné aucun résultat que une guerre interminable qui continue toujours et va continuer toujours. Les Afghans peuvent faire la guerre encore 30, 40 années. C'est évident, parce que nous, les Soviétiques, quand nous étions soviétiques, on a appris cette expérience. On y est resté 10 ans, on est parti, on ne revient plus. Donc, la Libye, un pays dirigé par un leader, et je l'ai rencontré, Kadhafi,
Il avait un côté mégalomane, c'est vrai. Mais il était un leader très fort, qui contrôlait toute cette région, qui s'est mis d'accord avec Berlusconi sur le contrôle des flux d'immigration à travers la mer Méditerranée, pour que ça ait un caractère plus correct, mettons, qui était d'accord pour créer des centres pour les immigrés potentiels sur le territoire libyen. Et alors, ce leader qui voulait avoir un dialogue avec l'Europe, qui venait en France, qui passait pour un copain politique de Nicolas Sarkozy, qui avait des relations avec M. Berlusconi et avec beaucoup de leaders internationaux, il a été tué en résultat d'une opération militaire de l'OTAN qui avait pour but de apporter une démocratie en Libye. Et alors là, vous voyez, c'est incompréhensible pour moi. Aujourd'hui, quand nous écoutons les leaders européens, tout le monde reconnaît que la guerre libyenne était une catastrophe. Mais alors, pourquoi la faire? À mon avis, la seule raison pourquoi la faire, c'est parce qu'il y a eu cette notion complètement absurde, venue des États-Unis, que le monde arabe doit être démocratisé. Et alors, on l'a démocratisé d'une manière très spécifique. Une grande partie de ce monde arabe est venue en Europe. Pour démocratiser le monde arabe, je pense qu'il faut au moins comprendre l'histoire de cette région. On me dit parfois, mais est-ce que vous jugez ce monde arabe pas digne de la démocratie, ou pas capable de la démocratie? Pas du tout. Mais je veux dire qu'il y a des étapes nécessaires qui doivent être franchies par des sociétés pour devenir des sociétés démocratiques. La France a étudié la démocratie depuis la révolution sanglante de la fin du XVIIIe siècle. Ça vous a pris un certain bout de temps pour devenir démocratique. Ça nous prend un très grand temps de devenir démocratique, bien qu'on est un pays européen avec de grandes traditions dans le domaine de la culture et ainsi de suite. Mais quand on parle du monde arabe, on voit tout de même que pendant des centenaires, c'était des autocraties, c'était des royaumes, c'était contrôlé par des sultans. Peut-être la démocratie va venir, mais elle doit venir par elle-même. On voit par exemple un exemple plus ou moins positif en Tunisie. Assez fragile, mais il paraît que ça fonctionne. Peut-être parce que la Tunisie a été beaucoup influencée par la culture française, ça se peut. Peut-être pour des raisons locales aussi. Mais c'est le seul pays où il y a un système plus ou moins démocratique. Maintenant, il essaie de le faire en Irak. Mais dans tous les autres pays, c'est pas la démocratie, c'est autre chose. Quand j'ai parlé à certains Marocains, et j'ai dit, s'il y a une élection libre demain au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, nous aurons l'État islamique. Et c'est la même chose un peu partout. Et aussi, quand les Américains, avec l'aide de certains États européens, voulaient démocratiser le monde arabe, je me demande pourquoi ils ne veulent jamais démocratiser l'Arabie saoudite. Et quand je pose cette question, c'est une attaque à la décence. Oui, c'est une attaque. C'est indécent. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous posez des questions pareilles? Je dis non, mais c'est un débat, on parle de... Oui, mais il ne faut pas demander ça. C'est une question à laquelle le monde occidental ne peut pas donner de réponse. Bien que la réponse est évidente. La réponse est justement la même pour laquelle il n'y aura pas de sanctions contre l'Arabie Saoudite, bien qu'un journaliste en vue a été tué sous les yeux du monde entier. Est-ce qu'il y a des sanctions? La seule chose qui a été faite, c'est par l'Allemagne, ils ont cessé de fournir des munitions en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas une sanction, parce que tous les autres continuent de fournir des munitions en Arabie Saoudite. Oui, le Canada, bon. Le Canada, c'est un pays qui n'a pas une influence majeure sur les relations internationales, mais je parle de grands pays. Je parle de... Bon, je vais mentionner d'autres pays. Je parle de l'Allemagne, je parle des États-Unis. Je parle des pays qui proclament des grands idéaux
démocratique et humanitaire, mais là, les idéaux se terminent. Aussi, par exemple, il y a un pays très sympathique, c'est le Qatar. Jamais on ne parle pas des droits de l'homme au Qatar. C'est quoi, c'est un territoire interdit aux droits de l'homme? C'est quoi? Et j'ai rien contre le Qatar, personnellement. J'ai rencontré le prince du Qatar, et il m'a paru très sympathique, instruit, je sais pas, il a fait l'Oxford ou quelque chose. Mais je parle de ces standards doubles qu'on est toujours en train de confronter. Et pour une certaine raison, les États-Unis ont décidé de démocratiser la Syrie avec l'aide de Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et c'est intéressant, parce que ce sont deux autocraties, et ils ne refusent pas d'être des autocrates, qui veulent pour une certaine raison apporter une démocratie en Syrie. Ça ne vous frappe pas? Moi, ça me frappe. Et donc, voilà, c'est ça la Syrie. La Syrie, c'est le débâcle de la politique américaine et occidentale dans le monde arabe et de l'Afrique du Nord. Quand on a vu ce qui s'est passé en Irak, quand on a vu ce qui s'est passé en Libye, quand on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, quand on a vu l'élargissement de Al-Qaïda, qui, avant la guerre contre la terreur de George Bush, en 2000, était actif, Al-Qaïda était actif dans deux pays, ou trois pays. C'était l'Afghanistan et le Pakistan, deux pays. En 2015, le ministère de la Défense des États-Unis a publié la carte des activités de Al-Qaïda. C'était 23 pays. Donc après 15 ans de lutte contre la terreur, Al-Qaïda s'est propagé sur un territoire du Maroc et de la Mauritanie jusqu'en Indonésie. Alors, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et on s'est dit, et si les Américains, si c'est ça le leadership américain, si c'est ça la force dirigeante qui est en train de former un nouveau monde, on n'en veut pas. Et on a dit non, mais en Syrie, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et c'est pour ça que la Russie s'est intégrée dans la situation syrienne et qu'elle a changé cette situation. C'est une situation tragique. Et je ne suis pas un avocat du président Assad, mais je peux certainement vous dire que la Syrie, c'était le pays, un des plus pays européanisés et laïques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Quand je l'ai visité, même en 2012, 2013, pendant déjà la guerre civile, Damas, à part la vieille ville, qui est relativement petite, était une ville ouverte. Elle ressemblait beaucoup plus des villes de l'Europe du Sud qu'une ville arabe. Enfin, des restaurants, des cafés, il n'y avait personne qui aurait ces burkas, des femmes vêtues à la manière européenne. Une ville très européenne, Damas. Et puis on nous a dit qu'il y a des démocrates qui s'appellent l'État islamique, qui veulent renverser le... Et où est-ce que voulez-vous qu'on se range? De quel côté? Évidemment, on s'est rangé du côté de M. Assad, bien que pendant cette guerre civile, bien sûr que le gouvernement a commis beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas qu'il commette. Mais c'est la guerre civile. Et la guerre civile soutenue des pays qui entourent la Syrie. C'est ça le problème. Ce n'est pas une guerre civile locale, c'est une guerre civile où toutes ces grandes puissances régionales prennent parti et qui financent des groupes, qui financent des combattants. Le Qatar a dépensé officiellement seulement 3,5 milliards de dollars sur cette guerre. Et puis l'émir du Qatar, qui était derrière cette approche, a été remplacé par son fils, parce que ça n'a pas vraiment marché. Et alors, après, c'était l'Arabie Saoudite. Il y a bien sûr une participation des Turcs, ils ne s'en défendent pas. Il y a une participation des Jordaniens. Israël est quelque part. Les Américains, bien sûr, les Anglais. Et bon, voilà. Et donc, dans cette situation, quand on a vu qu'on a laissé la main libre aux États-Unis au Moyen-Orient pendant une vingtaine d'années, et le résultat,
c'est une catastrophe. Partout où il y a ces tentatives de changement de régime. Et alors on s'est dit, on ne va pas admettre ça. Et maintenant, 70% du territoire de la Syrie est libéré par les troupes gouvernementales, qui sont d'ailleurs les seuls. Le gouvernement de la Syrie est le seul qui est légitimement reconnu dans le monde entier, jusqu'à l'ONU. Il y a bien sûr cette grande poche de Idlib, où il y a près de 2,5 millions d'habitants et jusqu'à 60 000 combattants islamistes. Une grande question. On ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Il y a les régions nord de la Syrie qui sont contrôlées surtout par les milices kurdes, soutenues par les Américains. Il y a de 2 à 4 000 militaires américains déjà en Syrie du Nord et Syrie de l'Est, avec une grande base militaire à Tanf. Et donc, c'est assez compliqué, mais tout de même, l'intensité des actions militaires n'est pas la même qu'il y a 2 années. Les civils cessent de mourir. Si vous allez à Aleppo aujourd'hui, vous allez voir que la ville commence à renaître. Il y a des piscines qui sont ouvertes, les écoles sont ouvertes, les jardins d'enfants sont ouverts. Et si vous faites un sondage d'opinion sur les territoires contrôlés par le gouvernement d'Assad, vous aurez que il y aura un soutien pour ce gouvernement de 60-65%, ce qui est assez important. C'est la majorité. Donc, pour cette raison, on a décidé de mener jusqu'à bout cette opération syrienne. On va soutenir les troupes syriennes. On veut se débarrasser de l'État islamique en Syrie. Il peut décamper, bien sûr. Il décampe déjà, il va en Libye, il va en Afghanistan. L'État islamique n'est pas fini. Il va aussi en Europe. Et on se demande, avec ces 1,5 million d'immigrés qui sont venus de cette région, combien il y a de gens qui sont potentiellement ou réellement radicalisés par l'État islamique. C'est une grande question pour les services secrets spéciaux européens. Mais on ne va pas quitter la Syrie. Même si ça rend le président Trump un peu malheureux, ou quelques autres, ils vont vivre avec ce malheur.